On va reprendre pour ceux qui ont survécu aux 2 premiers cours et aux vacances scolaires d'ailleurs. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je n'avais pas réussi à terminer. Et donc je vais prendre la fin du cours 2 et je vais essayer de faire le cours 3. Si j'y arrive pas, on fera suite du cours 3 et cours 4. Mais pas la semaine prochaine, ne venez pas, c'est la semaine d'après. La semaine prochaine, les enfants sont en vacances. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire, c'est si j'agrandis mon cortex d'un facteur 4 entre chimpanzé et humain ou d'un facteur 10 entre macaque et humain, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouvelles aires qui apparaissent, il y a des nouvelles connexions qui peuvent se faire entre les aires. Est-ce qu'elles se font? Est-ce qu'elles ne se font pas? Est-ce que c'est une base pour l'évolution des capacités de toutes sortes d'ailleurs, pas seulement cognitives, en tout cas des modifications entre les espèces. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais terminé plus ou moins avec cette diapositive-là, où je vous avais montré que, en fait, pour cette aire AIP, en fait, elle est tout à fait correspondante à l'aire d'IPSA quand on projette le cerveau du macaque sur un cerveau humain, c'est-à-dire qu'en fait, on a agrandi d'un facteur 10 le cerveau macaque pour lui donner la taille d'un cerveau humain, et on a repéré les zones qui répondent de la même façon en MRI. Mais ce que j'avais aussi montré, c'est qu'en fait, l'aire V3A chez le macaque ne correspond pas à l'aire V3A chez l'humain, mais à une autre aire qui est en fait V3, V4, et que donc là, il y avait une modification des connexions, en dépit du fait que là, il n'y a pas eu une augmentation de l'aire, il y a eu une diminution, parce que c'est une aire qui a grandi d'un facteur 3 entre le macaque et l'humain, alors que le cerveau totalement a grandi d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution relative de la taille de cette aire. Donc en fait, ça va contre l'idée là, c'est une exception en fait, vous verrez, mais ça va contre l'idée qu'une augmentation de la taille corrèle forcément avec une modification des connexions entre les régions ou l'apparition de nouvelles connexions au sein des régions qui ont augmenté. En fait, c'est une exception, vous verrez, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout. La plupart du temps, il y a une. Alors là, il faut que je m'organise. Comme j'ai fusionné 2 et 3, que déjà en général je suis pas très malin. Là, ça va être. Vous étonnez pas s'il y a des erreurs qui apparaissent. Donc, voilà. Donc, on peut en conclure que, contrairement à ce qui semble intuitif, pour ces 2 régions, en tout cas, le degré de réorganisation des connexions cortico-corticales fonctionnelles n'est pas corrélé avec l'augmentation de la taille du territoire concerné. Donc, je vais vous montrer une matrice Isaac. Vous vous rappelez, Isaac, c'est-à-dire Interspecies Activity Correlations, c'est-à-dire un petit peu ce que j'avais montré au début, c'est-à-dire qu'on regarde les corrélations d'activité entre les espèces pour toutes les régions qu'on peut identifier dans un cortex. Donc là, vous avez ici c'est toujours du macaque. Donc les expérimentateurs ont effectué une analyse Isaac pour toutes les aires corticales activées par les stimuli, comme ici. Et ils ont donc pu définir environ 31 régions chez le singe, je crois, et 34 chez nous. Voilà, c'est 31 régions. Et puis ils ont essayé de faire les courbes de corrélation, c'est-à-dire d'activité corrélée entre les différentes régions. Donc c'est ce qu'on appelle la carte Isaac, ISAC, et ils ont comparé les réponses de ces aires en relation avec chaque stimulus. Donc sur les bases des corrélations temporelles, vous vous rappelez le BOLD, le rapport entre oxygène, hémoglobine oxydée et déoxydée, qui n'ont pas les mêmes réponses dans un champ magnétique. Et donc ça donne la carte de corrélation de cette diapositive 27, voilà, que je ne me trompe pas. On y retrouve des corrélations fonctionnelles. Par exemple, vous pouvez voir ici, cette flèche verte-là, que l'air qui va d'ici, c'est MT, chez le macaque,
est corrélée avec une aire qui s'appelle MT+, je crois, chez Sapiens. Mais vous avez aussi des zones qui ne sont pas du tout corrélées. Par exemple, vous pouvez activer MT chez le macaque et vous allez voir une corrélation, une activation complémentaire dans B3A, justement, chez Sapiens. Donc ça montre qu'il y a des activités physiologiques, des activités fonctionnelles, qui n'ont pas forcément de corrélat anatomique identique, apparenté, entre l'homme et le macaque, en l'occurrence. Donc ce sont des travaux qui sont intéressants parce qu'ils soulignent que pour une tâche visuelle, l'existence de conservation, mais aussi de possibles réorganisations fonctionnelles au cours de l'évolution est possible. Alors les auteurs sont assez critiques avec leur papier, c'est normal parce qu'ils soulignent les limites de cette expérience, en particulier la nécessité de la similarité des réponses au stimulus. Il est assez clair, mais enfin bon, qui sait, que les singes ne comprennent pas le film. Pour ça, ils sont en train de regarder le bon, la brute et le truand, là, toujours. Donc, il est possible qu'ils ne comprennent pas le film, même probable, je ne sais pas si le singe comprend les films, mais bon, je ne sais pas. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, on m'avait dit, passe-leur un film d'alligator, quoi. Tout le monde comprendra. Bon. Et un autre problème qui se pose, évidemment, c'est le choix du CID. C'est de l'endroit où on va aller enregistrer les fluctuations de type Bold. Bon, cela dit, je crois que c'est assez clair que la technique qu'ils ont développée, donc Mantini et collaborateurs, on peut en tout cas donner de bonnes hypothèses quant à l'existence de correspondances fonctionnelles et des modifications de ces correspondances fonctionnelles au cours de l'évolution. Donc j'étais passé, je le reprends très rapidement, je crois, sur le deuxième article qui porte sur des possibles réseaux fonctionnels nouveaux chez Sapiens. Et c'est toujours le même problème. On observe une augmentation de la taille du cortex, non homothétique, parce que toutes les aires corticales n'augmentent pas à la même vitesse. Il y en a qui diminuent proportionnellement. Vous avez vu que l'aire B3A diminue proportionnellement entre le macaque et les humains. Et puis, il y a aussi du recyclage fonctionnel de structures. C'est-à-dire que des structures qui servaient à quelque chose vont servir à autre chose dans une autre espèce. Donc, cette hypothèse d'un redéploiement de circuits préexistants est très, très séduisante dans le cadre d'une augmentation de la taille du cortex, mais elle n'est pas dépendante, forcément, de l'augmentation de la taille du cortex. Là, c'est la leçon. Donc, je passe là-dessus, parce qu'on avait vaguement parlé la semaine dernière. Et donc là, ce qui a été fait, ça a été de collecter des données en résonance en fMRI, au repos. En repos, ça veut dire sans stimulation. Donc on enregistre les fluctuations Bold et on regarde quelles sont les régions qui ont les mêmes fluctuations Bold et on dit elles sont en relation fonctionnelle, probablement à cause de connexion, pas forcément à cause de connexion, mais probablement. Et puis ensuite, on va dans un test, on leur fait regarder le film, le bon, la brute et le truand, ce qu'on appelle la vision naturelle, et puis on regarde s'il y a des clusters qui se forment. Donc, je vous avais montré cette diapositive. Donc, il y a des clusters qui sont identiques entre le macaque, et si M c'est pour macaque, et l'humain. Il y a des clusters qui sont spécifiques uniquement aux humains. Par exemple, celui-là, on ne le trouve que chez les humains. Ces deux-là, on ne les retrouve pas chez les macaques. Et puis, il y a aussi des choses qui sont spécifiques macaques et qu'on ne trouve pas chez l'humain. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que les macaques, ils ont aussi évolué pour leur propre compte. Ils ont aussi fait les 22 ou 30, entre 20 à 30 millions d'évolutions sur une ligne séparée. Ils ne sont pas restés inertes pendant que nous, on évoluait. C'est-à-dire que les macaques, ce n'est pas de là qu'on est parti. On est parti d'un ancêtre commun, à nous et aux macaques, et ça a évolué après dans les deux sens. Donc, donc on peut étudier ce qu'on appelle du resting state network, c'est-à-dire les données au repos, qui nous donnent des réseaux au repos. Et chez le singe, on a identifié... quand le resting state se fait avec les animaux et les humains, c'est-à-dire qu'on ne leur donne rien à regarder. En fait, on leur donne à regarder un point pour qu'ils ne soient pas distraits. Juste, ils regardent un point comme ça. Il n'y a pas de stimuli visuel en arrière-plan du point. Il n'y a pas le film qui passe. Il n'y a pas les cow-boys.
Et pour la vision naturelle, c'est toujours ce cow-boy, ce film de cow-boy avec 3 clips de 10 minutes. Donc, ce sont 12 RSN qui ont été identifiés chez les humains, donc 12 ce que Resting State Network, hein, des réseaux qui fonctionnent sans stimuli, donc qui sont séparés. Donc il y en a 12 chez les humains, là, vous voyez ici, et non, il y en a 12 chez les macaques, voilà, de M1 à M12, hein, et vous les voyez ici, ils sont identifiés avec une petite couleur verte, en l'occurrence, et puis il y en a 14 chez les humains. Et sur la base des données de la littérature, qui vont évidemment avec les données de l'anatomie où on voit ces neurones qui fonctionnent ensemble, eh bien, sur les bases de la littérature, ces réseaux de neurones, en fait ce sont des réseaux de neurones, ont été labellisés, on leur a donné des noms dans les termes que sont des termes d'anatomie classique, hein, vous en fichez un tout petit peu, c'est pas très grave, mais on sait à peu près ce qu'on regarde, hein, d'une certaine façon. Donc voici ici nos 12 réseaux macaques, nos 14 réseaux humains, et chacun correspond à une forme, si vous voulez, correspond à une activité physiologique cérébrale dans les deux espèces. Alors ensuite, évidemment, il faut faire la correspondance entre les réseaux humains et les réseaux de macaques. C'est ça qu'on vient, on peut faire des clusters, comme dans la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, ça permettrait de distinguer les réseaux qui sont des réseaux partagés entre les deux espèces, donc qui ont, au fond, pas tellement évolué, ils sont partagés entre les deux espèces, et puis des réseaux qui sont spécifiques d'une espèce ou spécifiques d'une autre. Donc, quand on fait ça, on se trouve qu'on arrive à identifier 15 clusters, hein, et dont 11 seulement sont partagés, donc il y en a 11 qui sont communs aux macaques et à nous. Il y en a 3 qui sont spécifiques des humains, et puis il y en a un qui est spécifique des macaques. Donc les macaques, ils ont leur cluster à eux, le cluster macaque. Hein. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a, voilà. Donc vous avez voilà en vert ceux qui sont communs. Hein. Donc il y en a qui sont pour les régions sensorimotrices, il y en a qui sont pour les régions associatives, c'est-à-dire des régions qui sont plus de l'ordre on dirait de l'intelligence, entre guillemets, pas directement sensorimotrices. Vous avez ces 3 clusters qui sont spécifiques de l'homme, C4, C9 et C15, qui sont left frontoparietal, right frontoparietal et cingulo-insulaire. Et puis, il y a un cluster spécifique humain qui est un cluster codé de putamène, qui est une structure en fait plutôt sous-corticale. Et donc, pour le langage, si vous regardez un petit peu pour le langage, vous avez des trucs qui correspondent. Ça, c'est à dire 31, 32. C'est parce que toujours je me trompe, c'est pour ça. Donc, sans entrer dans les détails, on correspond chez le singe, il y a des réseaux ventral attention, par exemple C3, ici, ventral attention, qui marche avec le réseau langage, en fait, chez les macaques. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, là, c'est pour les régions associatives. Hein. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont C13, c'est le réseau langage. Donc, on l'a, en fait, chez Sapiens et chez le macaque. Mais bien qu'on les ait chez le Sapiens et le macaque, vous voyez que chez le macaque, on a cette région ici qui, en fait, correspond aux aires de Broca. Hein, mais ce qui est au niveau temporal, ici, est beaucoup moins développé chez le macaque que chez les humains. Donc, en fait, ce n'est pas aussi parce que vous avez des réseaux qui sont partagés que les réseaux ont forcément la même taille. Donc, on a une correspondance entre des espèces au niveau du cortex préfrontal. Donc, ce sont les aires, je l'ai dit, de Broca, ce sont les aires 44, 45 et 47 de Brodmann, qui sont impliquées dans la planification dans la mémoire de travail, dans le maintien de l'attention, dans la régulation de l'action. Mais on n'a pas une aussi belle corrélation pour les aires temporales, bien qu'il s'agisse du cluster C13 hein, dans les deux cas. Donc, si vous regardez ici en bleu clair, hein, le C13, donc c'est celui-là. Vous voyez ici chez le monkey, chez le macaque, hein, vous avez des correspondances avec l'humain,
Vous avez aussi des régions qui sont, celle-là en particulier, hein, mais vous voyez ici qu'ici, au niveau du temporal, vous avez une beaucoup plus forte représentation chez l'humain. Et on peut faire ce genre de corrélation avec tous les clusters, y compris les clusters ici, sont des clusters, y compris les clusters qui sont des clusters communs. Donc, oui, communs, mais pas forcément totalement communs quand on prend les différentes espèces. Alors, certains réseaux sont spécifiques, hein, je vous l'ai dit, 1 pour les macaques et 3 pour les humains, le codé de Putamen, et les 3 réseaux humains sont localisés dans des régions qui ont subi un agrandissement supérieur à la moyenne. Hein. Ça, vous pouvez le voir ici. Donc là, plus c'est rouge, hein, et plus l'agrandissement a été fort. Donc avec ça, c'est des régions de très fort agrandissement. Ici, 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 ici. Et là, c'est les endroits C4, C9 et C15 où vous avez des clusters qui sont spécifiquement humains. Donc, quand le cerveau s'est agrandi, il y a de la place qui s'est créée et il y a des clusters qui sont spécifiquement humains qui se sont constitués dans ces régions agrandies. Donc, effectivement, je crois qu'on peut dire que l'hypothèse de Neil, hein, un des papiers sur lesquels j'ai démarré ce cours il y a maintenant 3 semaines, peut-être, malgré l'exception que je vous ai discutée au début de P3A, par exemple, malgré cette exception, on peut dire qu'il y a une sorte de corrélation, malgré tout, entre l'apparition des clusters spécifiquement humains, en tout cas entre le macaque et l'homme, hein, et l'apparition et l'augmentation de la taille. Donc ça, c'est comme ça. Il ne faut pas que je me trompe, parce qu'après, quand je perds l'ordre de mes diapositives, c'est un tout petit peu compliqué. Là, je vais vous montrer un tout petit peu les clusters qui sont spécifiques chez les humains. Voilà, donc ici, vous avez un cluster fronto-pariétal gauche. Hein. Vous avez le cluster fronto-pariétal droit. Donc, ce sont 2 clusters différents, mais qui sont symétriques l'un de l'autre. Hein. C4 est symétrique de C9. Vous avez le cluster qu'on dit singulo-insulaire, qui, lui, est symétrique. Il n'est pas latéralisé, hein, comme celui-là, ils sont latéralisés. Celui-là n'est pas latéralisé. Et puis, le cluster monkey, enfin, en tout cas macaque, hein, lui, il est là et il est seul de son espèce. Donc, c'est intéressant, je crois, parce que ça indique quand même, je crois, on peut le dire, que l'augmentation de taille entraîne des remaniements. Hein, et que peut-être qu'une grande partie de l'évolution, ce n'est pas tellement la taille, en fait, que les nouveaux remaniements qui sont permis entre différentes régions du cortex. Bah, là, c'est du macaque. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé chez le chimpanzé. Hein. Donc, ce serait intéressant maintenant de pouvoir comparer chimpanzé et humain, parce qu'on est quand même beaucoup plus proche du chimpanzé. Il n'y a que 7 millions de différences. Là, il y a quand même une trentaine de millions entre nous et l'ancêtre commun, respectivement des 2 espèces. Donc, si maintenant vous prenez l'analyse fonctionnelle, hein, toujours, alors maintenant vous mettez le bon, la brute et le truand, maintenant vous faites passer le film, vous montrez que pratiquement tous les réseaux sont activés, tous les RSN sont activés. Hein. Chez les humains, il y a 14 RSN, comme je vous l'ai dit, chez les macaques, il y en a 12. Et si vous regardez ce dendrogramme ici, vous voyez qu'il y a des différences. Même quand on a les mêmes queues, ce n'est pas les mêmes qu'on active forcément en même temps quand on regarde un film. Hein. Donc là, vous avez un certain nombre de convergences. Par exemple, dans les rectangles rouges, vous voyez que chez nous, comme chez eux, si j'ose dire, on a très très proche, hein, sur le plan du dendrogramme, on a les parafoveal visual, peripheral visual, parafoveal visual. Alors là, on est vraiment comme des singes. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont... il y a des différences. Par exemple, si vous regardez le lien fonctionnel entre la vision et l'attention, elle est beaucoup plus forte chez le singe que chez nous. Peut-être pour ça qu'ils ont leur cortex frontal qui est activé. Vous vous rappelez, je m'étais étonné du fait que le cortex frontal n'était pas activé chez l'homme, mais qui était activé chez le singe quand il regardait un film de cow-boy. Donc j'avais fait des hypothèses. Mais en fait, c'est simplement parce qu'ils regardent, peut-être qu'ils ne comprennent rien. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc, ça les fait fonctionner. Hein, c'est possible. Mais ça, on le voit très bien que les rectangles bleus, hein, par exemple, ici, vous voyez que ici, on a ventral attention, dorsal attention. Ici, on voit qu'on a une connexion beaucoup plus proche avec la vision. Hein, donc, je regarde
et je concentre mon attention. Chez nous, l'attention est relativement séparée de la vision. En tout cas, dans ce test-là, mais c'est le test commun qu'on a appliqué aux deux bestioles. Enfin, je ne sais pas si je devrais dire un truc pareil. Donc, ce sont des similarités. Alors, si vous regardez les vers, on voit que les réseaux langage et ventral somatomoteur entre eux sont des cinétiques très dissimilaires chez Sapiens, ce qui n'est pas le cas chez le monkey. Vous voyez, chez le monkey, le ventral somatomoteur et langage sont quasiment activés en même temps, alors que chez nous, le réseau langage n'est pas entièrement, est très loin sur le plan du dendrogramme, il est très différent, très distinct du ventral somatomoteur. Et ça a des implications que je pourrais vous expliquer un petit peu plus tard, et qui a à voir avec probablement l'origine du langage, les origines du langage, ce que l'on pourra revenir. Donc, sur la diapositive suivante, donc celle-là, donc là en haut, je vous ai montré ce que c'est que des bonnes corrélations. Ça en orange, c'est une bonne corrélation entre les deux signaux Bolt qu'on peut voir ici. Ça, c'est une corrélation moyenne. Alors évidemment, c'est des logiciels qui permettent de calculer les niveaux de corrélation, et c'est le seuil que vous fixez vous-même, évidemment. Et puis, il y en a qui sont complètement décorrélés. Par exemple, celui-là et celui-là sont décorrélés entre l'homme et le singe, alors que là, vous avez une très forte corrélation. Et donc, il y a une forte corrélation entre, à gauche et en bas, là, ici, vous voyez que vous avez une assez bonne corrélation entre les deux frontaux pariétaux, C4 et C9. Hein, et puis, si je prends uniquement les trucs humains, hein, donc vous avez les trois réseaux humains qui sont ici. Hein, ils n'ont pas de correspondance donc topologique, c'est normal chez les macaques. Hein, et vous voyez que les deux frontaux pariétaux C4 et C9, hein, frontaux pariétaux, c'est de là, C4 et C9, ont vraiment absolument 0,0 corrélation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signature fonctionnelle avec ça. Celui-là, le singulo-insulaire, est dans une épreuve sur 3. Quand c'est jaune, c'est-à-dire que ça a marché une fois sur 3. Il y a 3 clips de 10 minutes. Et il a permis de faire stimuler le ventrosomatomoteur chez le macaque. Donc là, il y a peut-être un doute quant à l'unicité, le manque de correspondance. Voilà. Donc, et là, ici, vous voyez que donc ça, c'est un seul clip. Ça marchait dans un seul clip sur 3, donc c'est encore un petit peu doux. Et ici, ce que vous voyez en bas, c'est des réseaux en haut à droite. Ce sont des réseaux humains H4, H2 et H6 qui sont partagés avec les macaques, hein, et qui sont vraiment très 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 bien corrélés. Donc, je ne sais plus à quoi ils correspondent. Mais ces trois-là, ce sont ceux qui sont spécifiquement humains, ils sont très bas, et ce sont ceux qui sont en fait assez peu corrélés entre nous, hein, et nos très 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 lointains cousins. Donc, on arrive comme ça, si vous voulez, globalement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, en mettant d'abord en définissant des clusters sur la base du resting state, c'est-à-dire en essayant de voir qu'est-ce qui bouge en même temps dans les différents cortex, de définir 12 clusters d'un côté et 14 de l'autre, ensuite de donner une tâche et de regarder comment les clusters répondent à une tâche, et essayer de voir sur le plan fonctionnel s'il y a des similarités de connexion, en fait, entre nous, enfin, entre les connexions qu'il y a dans un cerveau humain et les connexions qu'il y a dans un cerveau de macaque face à une tâche fonctionnelle qui est la même. Et donc, ça nous permet de dire que oui, il y en a, bien sûr, hein, mais qu'il y en a aussi qui n'existent pas, et qu'il y a des choses qui sont spécifiques, des réseaux qui sont spécifiquement activés chez Sapiens, et d'autres qui sont spécifiquement activés chez les macaques, quoi que cela veuille évidemment dire. Hein. Donc, voilà. Je pense que ça va bien. Voilà. Donc, je voulais aussi... ça montre un petit peu, si vous voulez, la façon dont les capacités cognitives ont pu évoluer, hein, tout particulièrement celles qui sont spécifiquement humaines. Hein. Ce qui nous amènera naturellement à la question du langage, hein,
que je vais aborder, que je vais aborder maintenant aussi à la lumière d'une comparaison entre les humains et les macaques, puisque malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça chez les chimpanzés. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc, je vais m'appuyer sur un papier qui est vraiment un papier rigolo et récent, qui est un papier qui a été, enfin récent, un papier de 2014, oui, récent, qui a été publié par le groupe de Neubert, enfin par Neubert et ses collègues dans Neurone en 2014, et qui porte sur le cortex frontal ventrolatéral. Donc ça, c'est un cortex qui est super important. Vous voyez, c'est ça, le cortex frontal ventrolatéral. C'est une région corticale qui a été identifiée comme le substrat des mécanismes importants pour le langage et la cognition. Donc ça nous intéresse au premier plan, un truc comme ça. Et on pense évidemment à l'aire de Broca, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le cortex, c'est par ici, hein, dans le cortex frontal ventrolatéral gauche, mais aussi à d'autres domaines de ce cortex frontal ventrolatéral, y compris dans l'hémisphère droit, évidemment, qui participent aux aspects les plus cognitifs, plutôt plus cognitifs que mécaniques. En tout cas, bien qu'il ne faille pas sous-estimer l'importance des phénomènes mécaniques dans le langage, vous allez voir, et qui interagissent avec d'autres régions corticales. Parce que dès que c'est cognitif, évidemment, c'est en lien avec d'autres régions corticales. Parce que la connaissance, c'est quand même la mise en rapport de différentes régions corticales pour traiter de différentes façons un objet, une tâche, une pensée, ce que vous voulez. Donc, en dépit de la distance cognitive forte quand même que nous avons avec les macaques, enfin j'espère, ceux-ci ont aussi un cortex frontal ventrolatéral qui est très proche du nôtre sur le plan anatomique. Hein. Et chez ces animaux inférieurs, entre guillemets, bien entendu, ce cortex frontal ventrolatéral joue un rôle dans l'analyse des signaux auditifs, dans le contrôle moteur des muscles orofaciaux et dans la reconnaissance des gestes. Un phénomène qui, même si cela peut vous sembler curieux, pour l'un d'entre eux, la reconnaissance des gestes, ont un rapport direct avec le langage humain, hein, comme je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc, des travaux récents proposent pour ce cortex frontal ventrolatéral, VLFC, j'appellerai maintenant le VLFC, cortex frontal ventrolatéral, du macaque, des fonctions d'intégration sensorielle, multimodale, je vais revenir, de sélection de traits environnementaux qui attirent l'attention, hein, tiens, une banane, hein, et leur utilisation pour des réponses adéquates, tiens, une banane, ah, j'y vais, quoi. Et donc, l'intégration sensorielle multimodale, ça veut dire intégrer des informations sensorielles de différentes natures. Hein, par exemple, la forme d'une banane et le jaune, la couleur de la banane. Mais si elle est verte, elle n'est pas mûre. Voilà, vous voyez. Donc, ça vous intégrez ces informations sensorielles dans ces centres d'information, d'intégration sensorielle multimodale, qui sont évidemment extrêmement importants. Vous pouvez aussi l'audition et la vision. Hein, j'entends un bruit et tout d'un coup, je vois un éléphant qui débarque, et je me tire. Enfin, si je suis un macaque à peu près sensé, quoi. Donc, cette superposition des fonctions entre les humains et les singes, en même temps que la présence de fonctions qui sont uniques aux humains ou aux singes, il ne faut jamais l'oublier, puisque les deux espèces ont divergé, je vous l'ai dit, mais chacun a évolué pour son propre compte, d'une certaine façon, et ont pu acquérir des fonctions distinctes. Il n'y a pas ici de notion de hiérarchie. Voilà, les singes sont aussi contemporains que nous, hein, ceux qui vivent aujourd'hui. Donc, voilà. Mais plusieurs hypothèses, donc, ça pose une question assez importante pour ce qui est de l'évolution du cortex, bien entendu. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être proposées. La première, c'est que le cortex frontal ventrolatéral humain présente des régions nouvelles, hein, qui seront impliquées dans des fonctions qui sont spécifiquement humaines, puisqu'il s'agit de la région la plus noble du cortex, hein, vous l'avez compris, et qui n'ont pas leur équivalent chez un singe, enfin, en tout cas chez le macaque, probablement pas chez les chimpanzés, mais ça, il faudrait regarder de plus près. Une seconde hypothèse qu'on peut imaginer, c'est que le cortex, donc ce cortex VLFC, donc, interagit avec des régions communes entre les espèces, mais aussi avec des régions qui sont différentes pour chacune des deux espèces. Donc ça, c'est l'hypothèse changement de connexion. Mon cerveau a grandi et j'ai les mêmes régions dans le cortex frontal, ventrolatéral, mais chez l'homme, il y a des régions du cortex frontal ventrolatéral qui ont été interagir avec d'autres régions, mais pas chez le macaque. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une possibilité d'évolution.
Donc c'est le changement des connectivités. Et évidemment, le changement de la connectivité, c'est un phénomène essentiel dans l'évolution des cortex. Donc dans cet article, c'est d'ailleurs cette seconde hypothèse qui a été développée à travers deux technologies que j'ai déjà rappelées, probablement, je crois, dans le premier cours, il me semble, c'est-à-dire la MRI, la résonance magnétique, mais fondée sur la diffusion des molécules d'eau, c'est-à-dire par lesquelles on peut voir les trajets, par exemple, axonaux, parce que les molécules d'eau ne diffusent pas de façon homogène, c'est-à-dire que s'il y a un obstacle, elles vont suivre l'obstacle, s'il y a de la myéline, elles vont suivre la myéline. Donc avec ça, on peut voir les trajets. Et puis celle que vous connaissez maintenant, qui est la resting state fMRI, où on regarde simplement les corrélations en fluctuation du signal BOLD. Et je les rappelle, ça permet de mettre en évidence des connexions fonctionnelles entre différentes régions cérébrales, ce qui nous intéresse justement dans ce papier, et lesquelles connexions fonctionnelles suggèrent évidemment des interactions physiques, ce qui est le cas dans la plupart des cas, c'est-à-dire des vraies connexions, mais ça peut aussi être des stimulations indépendantes, même si, voilà, on ne peut pas en tout cas l'exclure. Ce ne sont pas des connexions neuronales au sens propre. Mais je pense que voilà. Donc la première démarche qu'ils ont faite, ça consistait donc à parcelliser ce domaine du cortex frontal ventrolatéral en différents compartiments distincts que vous voyez ici, qui ont été donc numérotés. Et la façon dont ils ont fait la chose, c'est donc de regarder, on prend un petit bout ici, et on regarde avec quelle autre région du cortex il est corrélé. Et quand tout d'un coup on passe, par exemple, du marron ici au bleu, ça veut dire que tout d'un coup les connexions changent. Donc on va aller de voxel en voxel à ce niveau-là et regarder avec quelle région quel est son connectome, entre guillemets, pour parler moderne. Et puis si on voit tout d'un coup on passe une frontière, le connectome a changé, c'est probablement qu'on est dans une région qui est connectée avec d'autres régions, donc ce n'est plus tout à fait la même région. Vous comprenez, c'est pas du Raymond DeVos, c'est la neurophysiologie. Donc ça y ressemble un peu de temps en temps, je veux bien le reconnaître. Donc sur cette base, ils ont donc essayé d'identifier pour chaque voxel, en prenant comme ça voxel par voxel, ils ont réussi à identifier 12 domaines, 12 domaines qui sont ici numérotés, et qui sont, ça c'est la diapositive 37, oui c'est celle-là, et pour chaque domaine, donc, ils ont utilisé les régions qui sont en interaction fonctionnelle, puisqu'en fait, chaque domaine se définit par des interactions fonctionnelles qui leur sont propres. C'est clair, je pense, c'est relativement simple, puisque c'est comme ça qu'ils ont été identifiés. Et ça fait ce qu'on appelle un spider plot, c'est-à-dire que ça leur permet, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, un spider plot, il doit y en avoir un juste derrière, voilà. Donc ça, c'est un spider plot. Par exemple, ici, vous avez cette région qui est la région 44 chez le singe, c'est son spider plot. Cette région 44, elle est en relation avec toutes les régions qui sont aimées ici en jaune, en orange, en vert et en rouge, d'accord? Et donc ça leur fait le spider plot. Maintenant, vous prenez la même région chez Sapiens, qui est maintenant cette région ici, là, on la voit ici, elle est bleue. Ça, c'est toutes les régions avec lesquelles elle est connectée. Donc, vous faites aussi un spider plot chez Sapiens, et vous comparez les deux spider plots entre l'humain et le singe, et vous voyez qu'ils sont quand même très très proches. Et donc ça nous permet de dire que cette région-là, elle correspond à cette région-là chez le macaque. Donc j'ai un correspondant chez le macaque, d'accord? C'est relativement simple. Donc par exemple, vous voyez ici que la région cortex prémoteur ventral, les R 6V ici et 6R, qui sont donc celles-là, je pense, je ne vois plus très bien moi. Oui, non, c'est pas celle-là, donc c'est pas très grave. Bon, je vous montrerai plus tard, mais ici, c'est donc dans ma diapositive, je me trompe, 38. Vous voyez ici la RIFJ qui est là, en fait, donc c'est celle-là que j'ai mis ici, qui est donc correspondante de cette R 44 chez les macaques, et elles ont donc une forte conservation évolutive. Ces deux aires sont très fortement conservées. Et donc, c'est dans l'autre diapositive 39, ici,
que je vois une conservation évolutive très forte entre 6V et F5C, donc là je suis chez le macaque, là je suis chez Sapiens, ou 6R, 6V, 6R, 6R et F5A chez le macaque. Donc celles-là aussi, elles ont des correspondantes importantes. Sont des régions du cortex prémoteur ventral, hein, et je vous la montre parce qu'elle est intéressante, parce que l'aire F5 contient les neurones miroirs, ces fameux neurones miroirs qui sont actifs quand les singes ont une action orientée vers un objet, c'est-à-dire « Ah, je vais aller saisir cette banane », ou quand ils voient un autre singe qui va saisir la banane et qui aimerait bien être à sa place d'une certaine façon, mais il ne l'est pas. Voilà. Donc ça, ce sont des neurones qui sont activés, ce qu'on appelle les fameux neurones miroirs. On entend ça même à la radio le matin, maintenant, donc il n'y a pas de problème, vous devez les connaître. Donc si je me concentre sur les différences entre les espèces, ce qui est l'objectif, bien entendu, on peut aussi aller voir du côté du contrôle cognitif et du langage, hein, ce qui nous amuse, où on est justifié, hein, en tant que sapiens, d'aller chercher des différences. En fait, en dépit de l'absence de langage chez les macaques, certaines régions du cortex frontal ventrolatéral dans cette espèce ont un patron de couplage fonctionnel qui est similaire à celui qu'on trouve chez nous, hein, et qui, chez nous, ont une fonction linguistique. Par exemple, dans l'aire... je vais remonter un petit peu. Hein. Par exemple, ici, donc c'est la diapositive 37 pour moi, mais ici, vous voyez les aires 45 et 47-12 humaines. Hein, elles sont ici quelque part. Moi, j'ai un peu de mal parce que voilà, il y a 45 est là, et puis il y a 47-12 qui est là. En fait. Humaines jouent un rôle dans l'analyse sémantique chez nous, hein, et en fait, elles ressemblent aux aires 45A et 47-12 du macaque, tout à fait semblables. D'où l'idée que le développement du langage humain, dans ce qu'il a de spécifique, aurait exploité des mécanismes préexistants impliquant un couplage de cette région avec le cortex prémoteur et pariétal. Par exemple, l'intégration sensorielle multimodale. Alors, comment est-ce que le langage humain, en particulier l'analyse sémantique du langage, a pu être couplé avec, a pu dériver, a pu être développé à partir de régions qui sont en fait partagées avec le singe dans le cortex prémoteur et le cortex pariétal. Évidemment, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question intéressante sur le plan évolutif. Ils sont donc des couplages fonctionnels qui sont similaires avec ces deux régions corticales. Il y a aussi des différences spécifiques, hein, et il y en a une qui est très spécifique, un fort couplage de presque toutes les régions du cortex frontal ventrolatéral avec les aires associatives postérieures de l'audition, chez nous. Hein. Chez le macaque, elles sont couplées au cortex singulaire antérieur et pas au cortex frontal ventrolatéral, les aires de l'audition. Donc il y a une grosse différence au niveau des aires de l'audition entre les humains et les macaques. Ce sont des différences qui sont extrêmement frappantes en fait. Elles s'expliquent de deux façons. Par l'importance en fait de l'audition dans le langage humain, en particulier pour l'apprentissage du langage humain, hein, vous imaginez bien, mais aussi par le handicap qu'ont les macaques à utiliser les informations auditives dans toute leur prise de décision. Ce ne sont pas des animaux très... Ils n'ont pas l'oreille fine. Voilà. Donc pour rester dans les régions antérieures donc, de ce cortex, je vais me tourner maintenant vers le cortex frontopolaire, qui est l'aire 10 de Brodmann, hein, qui est une aire très très antérieure. C'est même pas celle-là, c'est même pas celle-là, c'est celle-là. Hein. Donc ça, vous voyez ici, donc vous voyez tout de suite que c'est les aires d'intelligence, vous voyez comment elles sont posées. Hein. Alors évidemment, maintenant je suis perdu parce que j'ai perdu toutes mes diapositives. Je vais m'en sortir, j'espère, sinon on est foutu. Non, on n'est pas foutu, tout à fait, voilà. Donc la fusion des courbes m'a un petit peu, plus la grippe, ça ne m'a pas aidé, mais bon. Donc ça, ce sont des aires qui sont les aires frontales, hein, l'aire 10 de Brodmann, hein, voilà, ici, elle est là. Et c'est la région la plus antérieure du cortex préfrontal. Hein. Et il était divisé ici entre le latéral et le médian. Aussi le latéral et aussi le médian. Et vous voyez que si vous faites la technique des spider plots, vous avez une grande similarité pour ce qui est de l'aire médiane entre Sapiens et le macaque. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des spider plots qui sont très très proches. Il se trouve qu'il n'y a pas de correspondant
quand on s'adresse au cortex frontal latéral. Donc là, on peut très bien matcher le médian avec l'aire 10M du macaque, hein, mais on ne peut pas matcher le cortex frontal latéral, qui lui donc pourrait jouer, hein, c'est ce qu'on espère bien entendu, des fonctions cognitives très particulières et très spécifiques de notre espèce. Donc voilà, donc, pour conclure, si vous voulez, un tout petit peu cette affaire, je dirais que les auteurs dans cette étude ont observé à la fois des similarités et des différences qui sont frappantes pour certaines entre les deux espèces, et pour ce qui concerne les connexions fonctionnelles entre le cortex frontal ventrolatéral et le reste du cerveau. Alors, si on commence par le cortex prémoteur, 6V6R, hein, c'était, je pense que je dois l'avoir ici quelque part, hein, je le rappelle, cortex prémoteur ici, on constate une forte conservation évolutive. J'y reviens à ce que c'est intéressant, c'est parce que ce sont des régions qui encodent les actions motrices orientées sur un objet, qui contiennent les neurones miroirs, qui s'activent au cours des actions, même si elles sont observées chez un congénère. C'est de là qu'il y a une origine probablement avec le langage. Et pour la région postérieure du cortex frontal ventrolatéral, contrôle cognitif, flexibilité cognitive, mise à jour des informations, 5 régions ont été identifiées, hein, IFJ, 44D, vous pouvez les voir comme moi ici, 44V, vous devez la voir aussi, OP, IFS, etc., qui toutes ont un équivalent macaque. Hein. Donc les connexions avec d'autres régions corticales, l'aire visuelle associative et cortex préfrontal dorsolatéral, suggèrent l'existence de différences importantes sur le plan cognitif, surtout du fait de l'association avec les aires préfrontales et dorsolatérales. Donc il y a des semblables, il y a des trucs qui sont semblables, il y a des trucs qui ne le sont pas, des choses qui sont uniques, et il y a aussi des fonctions qui devaient exister chez le singe, qui existent toujours chez le singe, mais qui ont été recyclées chez Sapiens pour d'autres fonctions qui nous sont plus particulières, qui sont plus particulières à notre espèce, évidemment. Alors pour ce qui est du langage, j'y reviens, hein, il y a des similitudes, il y a des différences. Hein, donc 45 et 4712 humaines sont très semblables aux 45A et 4712 de macaques. Donc l'idée, c'est que le développement des fonctions langagières a pu exploiter des mécanismes préexistants à l'œuvre dans les activités sensorimotrices chez les singes, enfin chez l'ancêtre commun qu'on a avec les singes, bien entendu. L'apprentissage moteur séquentiel et l'intégration sensorielle multimodale tout particulièrement. Ces aires sont couplées de façon très similaire pour les deux espèces avec le cortex prémoteur et pariétal. Il y a des différences très très fortes, hein, pour le couplage avec les aires auditives associatives. Donc ça, c'est une très très grosse différence. Alors, chez les macaques, ces aires auditives associatives sont couplées avec le cortex antérieur singulaire, comme je l'ai dit. Chez les humains, elles sont couplées avec pratiquement toutes les régions du cortex frontal ventrolatéral. Hein. Donc, ce sont des distinctions qui sont très fortes. Hein. C'est rassurant. Elles sont extrêmement frappantes et elles sont en lien avec l'importance de l'audition dans l'apprentissage du langage et aussi avec le handicap, comme je l'ai dit, des macaques, pour ce qui est de l'usage des informations auditives. Voilà. De nouveau, je ne sais pas ce qu'il en est pour les chimpanzés, et c'est un truc qu'il faudrait y rechercher. Alors finalement, donc, pour résumer, la plus humaine des régions est le domaine très antérieur du cortex frontal ventrolatéral, ou le frontal pole, FP, avec sa partie médiane et sa partie latérale. Hein. Donc ça, on vient d'en parler. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la partie latérale n'a pas de correspondance dans le cortex préfrontal du macaque. Voilà, donc on suppose que cette région est née de l'invasion par des connexions, hein, qui sont normalement attribuées à une aire proche, mais on ne sait pas lesquelles. Donc j'arrête ici, et donc je vais maintenant reprendre le cours normal du cours. Hein, c'est pour ça que j'étais un petit peu vite, parce que ça c'était normalement la fin du cours 2, je suis désolé. La semaine dernière j'ai traîné, donc là j'accélère un peu. Il ne faut pas m'en vouloir, mais il faut quand même qu'on arrive au bout du cours. Comme j'ai eu que 5 séances cette année, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance absolue de pourquoi nous sommes humains. Ce serait dommage. Donc j'ai commencé à aborder la question du langage par son côté anatomique, hein, en tout cas très vaguement, hein, parce qu'en fait la question n'est pas résolue. Hein.
Et puis, ça va me donner l'occasion de bousculer un tout petit peu mon agenda pour avancer ponctuellement sur certains aspects génétiques et physiologiques qui tournent autour de la question du langage. Et donc, vous ne serez pas étonné de me voir aborder ça par la question du gène FOXP2, hein. Pour ceux qui étaient ici en 2011, donc ça va leur rappeler quelque chose, puisque j'étais parti à l'époque d'une revue de Wolfgang Hennard sur le rôle de FOXP2 dans les circuits du ganglion corticobasal et dans la parole, et dans l'évolution du langage. C'est un papier qui était publié donc en 2011. Et là, dans ce papier, il avait rappelé que le séquençage des génomes a permis de cataloguer quelque chose comme 17,5 millions de changements de nucléotides et environ 2,5 millions d'insertions et de délétions qui sont produits dans les 6 à 8 millions d'années qui nous séparent du point de divergence entre nous et nos collègues chimpanzés. Dont l'auteur le rappelle, le défi principal est de comprendre le lien, évidemment, entre ces changements génétiques et les changements phénotypiques qui ont accompagné l'évolution humaine. Sur le plan des approches expérimentales, deux difficultés principales apparaissent immédiatement. La première, c'est que les changements importants affectent tous les humains. Hein, et donc là, ça laisse assez peu de place à l'étude de ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques entre humains, ça va de soi. Et le second est qu'on ne peut pas, évidemment, faire de croisement entre les chimpanzés et les humains. Alors, il y a les nouvelles technologies, hein, CRISPR-Cas par exemple, qui devraient permettre de faire de l'édition des génomes chez les chimpanzés et de jouer avec ça. Mais bon, il y a encore un tabou, je ne pense pas qu'il va se lever de sitôt sur ce genre d'expérience à faire chez les chimpanzés, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc, on a donné des droits aux animaux, on ne leur a pas donné le droit à la parole. Ça, c'est pas de ma faute, hein, donc on n'y peut rien. Peut-être qu'en manipulant un petit peu le génome du chimpanzé, on pourrait les faire parler. Mais bon, enfin, ils parlent déjà, hein, vous avez entendu le premier cours, vous avez entendu la parole du chimpanzé, c'était bien. Donc, en dehors de ces importants aspects cognitifs, la question du langage articulé est aussi une question de vocalisation et de capacité d'imiter, d'où l'importance de ces fameux neurones miroirs. Donc, cette composante, cette capacité, elle a une composante anatomique qui est très forte. Hein, par exemple, la position basse du larynx, qui explique les fausses routes, par exemple, chez les humains. Les chimpanzés ne font pas de fausses routes quand ils avalent. Donc, on est un peu bas, là, et des fois, ça ne passe pas du bon côté, ça peut être dangereux d'ailleurs. Il y a aussi une composante neurologique, hein, la projection des motoneurones corticaux sur les motoneurones du larynx. Et donc l'identification de gènes à l'origine du langage humain doit rendre compte un tout petit peu de ces modifications simplement morphologiques, hein, toutes bêtes, qui rendent le langage possible, hein, sur le plan simplement moteur, indépendamment de la question cognitive. Donc les gènes qui seraient à l'origine du langage humain, on les a plus ou moins identifiés. Quand on les identifie, c'est sur la base de mutations, hein, qui altèrent le langage normal ou le développement du langage normal chez Sapiens. Donc c'est le cas de beaucoup de gènes chez l'homme, hein, beaucoup, mais peu de ces mutations ont pu être attribuées, enfin peu de ces modifications sur le plan linguistique, ou plutôt langagier que linguistique, ont pu être attribuées à un gène unique. Alors c'est pour ça que FOXP2, qui encode un facteur de transcription de la famille, ce qu'on appelle les Winch-Delix ou Forkhead, il y a deux termes, est intéressant parce que la perte d'activité de ce gène affecte le langage. Et ça a évidemment immédiatement attiré l'attention des chercheurs. Donc les individus qui sont hétérozygotes pour FOXP2, qui ont perdu un allèle de FOXP2, ou qui présentent une mutation, en fait une arginine 553 histidine, R553H, qui affecte la liaison à l'ADN de ce facteur de transcription, ou une mutation non-sens qui, qui bloque après l'arginine 328, ou carrément qui ont perdu le gène, hein, ça peut arriver, à la suite d'un réarrangement chromosomique malheureux, souffrent d'une déficience développementale qui affecte particulièrement le langage. Donc ça, c'est intéressant. Bon, alors,
les mutations de FOXP2 affectent la coordination des mouvements orofaciaux et l'apprentissage auditif. Donc, c'est toujours ces composantes quand même dans le langage qu'il ne faut jamais oublier, c'est le système auditif, qui est très très important pour apprendre un langage, et en même temps la capacité de parler, c'est-à-dire tout ce que ça implique sur le plan du contrôle musculaire de la région de la orobuccale, orofaciale. Donc, les données physiologiques suggèrent une altération de circuits cortico-striataux et cortico-cérébelleux. Je vais y venir. Et il est probable que les déficits grammaticaux eux-mêmes sont liés à des problèmes moteurs orofaciaux, des dyspraxies, et à des modifications des circuits neuronaux, en particulier ceux qui sont impliqués dans l'apprentissage auditif. Donc, je vous l'ai dit, FOXP2 est un facteur de transcription de la famille. Alors, de la famille des. Donc là, vous voyez ici où est exprimé FOXP2. Je reviendrai dans un instant, mais c'est un truc qui est intéressant. Donc, c'est un facteur de transcription de la famille donc, des Winch-Delix ou Forkhead, et il est exprimé dans beaucoup de tissus, pas uniquement dans le système nerveux, exprimé pratiquement dans tout le corps. Et dans le cerveau, il est dans les neurones pyramidaux des couches 5 et 6 du cortex que vous voyez ici. Donc, je vous renvoie au cours de la semaine dernière, d'une certaine façon. Il est exprimé dans les neurones de névernoyau thalamique, ici. Il est exprimé dans les cellules de Purkinje du cervelet, que vous voyez ici. Et il est exprimé dans la moelle épinière, dans les interneurones V1. Et puis, dans le striatum, dans les medium spiny neurons, qu'on peut voir, qui sont ici. En fait, c'est assez intéressant parce que, en fait, ça a une certaine, pour les spécialistes, c'est une certaine inclination motrice, tout ça. Tous ces sites d'expression. Donc, c'est une signature d'une certaine façon. Ces sites d'expression, c'est une signature de quelque chose qui a quelque chose à voir avec les systèmes moteurs. Pour ce qui est des oiseaux chanteurs, vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé du chant des oiseaux dans le temps. Eh bien, alors, je vais peut-être revenir. Chez les animaux qui sont les souris, dans lesquels on a retiré les deux gènes FOXP2, écoutez, ils meurent après la naissance, de toute façon, donc on ne peut pas vraiment travailler dessus. Mais les souris hétérozygotes, qui ont un seul gène FOXP2, qui en ont perdu un, elles ont l'air en bonne santé, elles ont quelques déficits sur le plan du comportement moteur, mais bon, elles sont à peu près normales. Alors pour les oiseaux chanteurs, l'expression de FOXP2 augmente dans ce qu'on appelle la RAX, ici, X, qui est ici au cours de l'apprentissage juvénile du chant. Et donc, si on retire FOXP2 dans ces neurones, ça diminue la qualité de l'apprentissage du chant. Donc, ils apprennent moins bien. Ça diminue aussi la densité des épines dendritiques dans les neurones de cette aire particulière du cortex. Et en plus, l'expression de FOXP2 augmente dans le thalamus auditif des souris, alors je reviens aux souris, après stimulation auditive. Ça suggère qu'il y a une activation qui est dépendante de l'activité, y compris d'ailleurs chez l'adulte. Donc ça, c'est, je vous ai mis un petit peu les circuits en fait chez les oiseaux sont très proches des circuits humains. Ça a à voir évidemment avec l'activation du système moteur au cours de l'apprentissage du chant. Donc avant d'en venir aux circuits neuronaux et à la physiologie, je vais traiter rapidement de l'évolution de ce gène, parce qu'évidemment, s'il n'avait pas évolué, ce ne serait pas très intéressant pour nous. Donc, chez les vertébrés, FOXP2 est parmi les 5% des protéines les plus conservées, la protéine. Par exemple, la poule et l'homme diffèrent par 8 acides aminés sur 708, donc c'est extrêmement conservé. Et la souris et l'homme diffèrent par 3 acides aminés dans ce gène. Donc c'est une bonne conservation, puisqu'il y a quand même, ça fait 3 pour 700, c'est très faible. Donc ce qui est particulièrement intéressant, vous pouvez le voir ici, c'est qu'il y a 2 changements. Une thréonine transformée ici dans l'exon 7, en fait, c'est celle-là, elle est là. Et puis une autre mutation qui est aussi dans l'exon 7 qui est ici, qui sont produits après notre séparation d'avec les... excusez-moi, je me trompe,
faut faire attention. D'après notre séparation avec les chimpanzés. Hein. Donc, il y a quelque chose comme vous le savez, 7 à 8 millions d'années. Maintenant, ça doit être un chiffre chez vous tout à fait imprimé dans le cortex frontal. Donc, les chimpanzés diffèrent de la souris par une mutation d'un acide aminé acide, hein, aspartate, en aminoacide glutamate, donc probablement une mutation synonyme. Mais ils ont les deux acides aminés chimpanzés dans l'exon 7. Donc on peut penser que les deux changements qui ne sont pas des changements synonymes, ça veut dire synonyme, ça veut dire que acide et acide, glutamate, aspartate, c'est synonyme. Mais glutamate, je sais pas moi, arginine, c'est pas synonyme, parce qu'il y en a un qui est acide, l'autre qui est basique. Hydrophile, hydrophile, c'est synonyme. Hydrophile, hydrophobe, c'est pas synonyme. Enfin, en gros, je simplifie, mais c'est ça. Donc, les deux changements non synonymes qui nous distinguent des chimpanzés, hein, qui sont est arrivé avant notre séparation avec les Néandertaliens et les Denisoviens, hein, vous vous rappelez. Donc, en fait, nos collègues sapiens, Denisoviens ou Néandertaliens avaient les mêmes mutations que nous, hein, dans l'exon 7. Ces deux mêmes mutations dont on pense qu'elles sont donc, c'est plutôt le genre Homo, si vous voulez. Les trois espèces d'hommes, hein, puisqu'il y a eu trois espèces humaines, même si on n'a plus qu'une aujourd'hui, avaient ces deux mutations dans l'exon 7. Ça ne veut pas dire que c'est entièrement identique, vous allez le voir. L'évolution récente a été extrêmement rapide. Hein, sur 175 facteurs de transcription qui ont été étudiés, FOXP2 est le 6e sur le plan de la vitesse d'évolution. Hein. Et les 5 autres ne sont pas dans le système nerveux, ils sont dans le système immunitaire. Donc en fait, pour le système nerveux, c'est le gène qui a le plus évolué dans le système nerveux. Voilà. Et les autres sont dans le système immunitaire ou dans la spermatogénèse. Donc, quand on a une vitesse d'évolution comme ça qui est très très rapide, ça peut avoir deux sens. Hein. Le sens, c'est que c'est très adaptatif, c'est-à-dire que c'est très favorable. Hein, c'est ce qu'on appelle une évolution positive, adaptative, ou alors ça marque un grand relâchement dans l'évolution. C'est-à-dire qu'au fond, la contrainte évolutive devient nulle, donc il peut se passer n'importe quoi, on s'en fiche. Hein. Donc il y a plein de mutations qui apparaissent. Et là, ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a très peu de polymorphismes non synonymes. Donc, c'est-à-dire que si on regarde tous les sapiens, en fait, il y a très peu de polymorphismes. C'est-à-dire que ce n'est pas un relâchement probablement de la contrainte évolutive, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est significatif sur le plan de l'avantage sélectif, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, on peut aussi voir d'ailleurs qu'il y a un avantage sélectif quand on regarde dans les introns qui sont en amont de l'exon 7, parce que si on regarde un peu le polymorphisme, on voit qu'il y a eu une grande sélection aussi à ce niveau-là. Donc, il y a 200 à 300 000 ans. Donc, 200 à 300 000 ans, il faut faire attention parce que ça veut dire que il y a un petit... c'est intéressant de voir ce qui se passe entre nous et puis les autres homos. Hein, donc, je vais revenir un petit peu plus tôt. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ces mutations-là, elles sont apparues donc avant notre séparation. Donc, elles étaient présentes donc chez nos collègues homos, chez les autres. Hein, il y a des mutations qui sont apparues après. Je vais y revenir dans un instant. Donc, je vous rappelle hein, ce qui s'est passé au cours de l'évolution. Il y a un groupe d'hominidés africains, bien entendu, qui a quitté l'Afrique il y a 200 à 400 000 ans et qui a divergé en deux groupes. Il y en a un qui est parti vers l'Asie, hein, les groupes asiatiques, les Denisoviens, ils sont là. Et puis, il y en a qui sont partis vers l'Europe, hein, ce sont les Néandertaliens qui sont partis vers l'Europe. Et puis, plus tard, hein, il y a seulement 60 000 ans, nous sommes à notre tour sortis d'Afrique et nous avons envahi l'Europe avec un métissage partiel avec les Denisoviens et les Néandertaliens. Donc on a quelques gènes. Donc aucune sélection positive. Alors oui, la sélection positive, on voit très bien ici, on voit il faut mesurer, il faut faire le rapport du nombre de mutations à la longueur de la branche. Hein. Donc en fait, on est quand même les champions du monde pour la vitesse. Alors il y a aussi chez les chauves-souris,
ne sont pas mauvaises. Hein. Alors, on ne sait pas si ça peut avoir avec le développement de l'écolocalisation chez les chauves-souris, cette mutation, cette évolution rapide chez les chauves-souris. Donc, alors l'exon 7, il est variable. Hein, dans l'exon 7, il y a une mutation parmi les deux, N325S, qui se retrouve aussi dans une espèce de chauve-souris. Donc, ce serait l'autre mutation, on peut l'espérer, qui est la plus importante, hein, T303N. Et sur cette même diapositive 4, ce que vous pouvez voir ici, vous voyez que c'est nous qui avons été quand même le plus rapide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Hénard et collègues, hein, eh bien, ils ont introduit les acides aminés humains dans le gène de souris. Ils n'ont pas fait chez le chimpanzé parce que ce n'est pas permis, mais ils l'ont quand même fait chez la souris. Ils ont essayé d'étudier les modifications physiologiques que cela entraîne dans une souris qui est ainsi, pour ainsi dire, humanisée pour FOXP2. Donc, elles sont fiables, elles sont fertiles, contrairement aux souris dans lesquelles on retire les deux gènes, rappelez-vous. Et les souris qui sont hétérozygotes pour FOXP2 ont aussi été générées. Donc, voilà, vous avez ici donc, la souris. Cette souris-là, elle porte les deux mutations humaines. Donc, elle a été humanisée pour le gène FOXP2. Ça, c'est une souris qui est sauvage, qui est normale. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une souris qui est hétérozygote pour son propre gène, elle en perd un, et puis la souris qui est wild type. Et la raison pour laquelle on fait ça, vous allez voir, c'est que c'est un contrôle important dans l'expérience qu'ils ont faite. Donc on a fait subir plein de tests à ces souris. Ils ont fait 300 mesures de tests de critères physiologiques sur ces bestioles. Donc je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça nous mènerait jusqu'à plus soif, mais il y a eu des mesures qui n'étaient pas uniquement des mesures sur le plan neurologique. Je vous l'ai dit, FOXP2 est exprimé ailleurs que dans... n'est pas exprimé seulement dans le système nerveux. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est au niveau du comportement, en particulier, donc voilà ici, vous voyez que les souris qui sont humanisées, quand on regarde par exemple leur activité, elles ont moins tendance à aller explorer les trous, passer du temps sur une planche, enfin... De cette façon, elles sont moins actives que les souris qui sont wild type. Et la raison pourquoi on a fait une souris hétérozygote, c'est pour montrer que ce n'était pas une perte de fonction. Parce que, en fait, la souris qui n'a qu'un seul allèle FOXP2, elles sont plutôt activées dans l'autre sens. Donc, en fait, c'est lié d'une certaine façon, si vous voulez, aux propriétés spécifiques de ce gène FOXP2 humain. Et si on mesure les concentrations de dopamine dans le FOXP2 humain, on voit qu'en fait, la dopamine est diminuée dans pas mal de structures, qui sont des structures importantes comme le globus pallidus, le cortex frontal, etc., alors que chez l'hétérozygote, elles sont plutôt augmentées. Donc, de nouveau, ce n'est pas lié à une hypoactivité de FOXP2. C'est lié à une activité particulière du FOXP2 humain que la baisse de la dopamine dans ces 5 régions, plus ou moins forte, bien entendu, et une sorte d'hypoactivité à la fois motrice et de curiosité, on peut dire ça comme ça, pour faire simple. Donc, les données de la pathologie humaine, celles qui sont issues de l'examen des souris qui sont porteuses donc, de cette mutation, alors ça c'est autre chose, on a fait aussi des souris qui sont mutées, mais montrent des atteintes du striatum, le noyau codé plus le putamène, et ce qu'on appelle les medium spiny neurons, qui sont des interneurones qui sont fortement innervés par les fibres dopaminergiques, justement. Et ça a conduit les auteurs à examiner cette classe de neurones chez les mutants. Qu'est-ce qui arrive à ces neurones chez les mutants? Et comme vous allez le voir ici, sinon je ne vous en parlerai pas, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chez les formes humaines, vous avez dans les neurones, si vous mettez les neurones en boîte pour regarder la culture des neurones, bon, c'est jamais que de la culture, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On ne voit pas de différence dans la croissance de ces neurones du striatum.
on ne voit pas de différence dans leur survie, mais on voit des différences dans leurs arborisations dendritiques. Hein. Elles sont plus longues. Hein. Vous voyez ici les formes humaines. Si vous mesurez les dendrites, c'est-à-dire les prolongements qui sortent des corps cellulaires, ils sont plus longs chez les mutants. Et c'est la même chose in vivo, heureusement. Donc, quand on regarde les dendrites des median spiny neurons in vivo, on voit qu'il y a une modification de la morphologie de ces cellules. Et ce sont des neurones qui sont extrêmement importants parce qu'ils intègrent, hein, peut-être que j'avais ça quelque part, non. Voilà, vous voyez, ce sont des neurones qui sont ici, ils intègrent toutes les informations qui viennent à la fois du cortex, de la substance noire et du thalamus. C'est-à-dire, en fait, ils sont le point d'aboutissement, de cette façon, de toutes ces interactions de type moteur. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, si vous regardez sur le plan électrophysiologique, et donc ça, ce qu'on appelle la long-term depression, c'est-à-dire, c'est le contraire de la long-term activation, c'est-à-dire que vous stimulez une fois, vous avez une réponse, plusieurs fois vous avez une réponse, et puis après, au bout d'un certain temps, vous stimulez, la réponse est plus faible. C'est-à-dire que la synapse a appris en répondant moins à la stimulation, ce qu'on appelle la long-term depression. Et vous voyez que ici, vous avez une augmentation extrêmement forte, hein, dans la forme humaine de la long-term depression de votre bestiole. Donc en fait, ça modifie aussi, hein, la force des synapses entre le cortex et le striatum. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec le contrôle du striatum par le cortex, en fait un contrôle des fonctions motrices. Bon, la différence, c'est embêtant. Pour mémoire, hein, la LTD, elle disparaît complètement chez la souris hétérozygote. Donc de nouveau, ça n'a rien à voir avec une perte de fonction. Donc les données génétiques fonctionnelles, hein, sont très faibles dans l'article dont je vous parle. En fait, les cibles, par exemple, de FOXP2, tout ça, c'est un truc qui est vraiment pas très, très bien traité. Je pense que c'est d'ailleurs un truc qui serait intéressant, mais bon, on ne les a pas. En revanche, ils ont des données sur la vocalisation. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des différences de vocalisation. C'est-à-dire que vous prenez une petite souris, un bébé souris, vous le sortez loin de la mère, vous mettez à part, et il fait des vocalisations. Vous ne les entendez pas parce que vous ne connaissez pas le langage de la souris, mais c'est dans l'ultrason surtout. Hein. Donc il faut avoir la capacité d'entendre les souris dans l'ultrason. Et donc ces vocalisations, on peut les enregistrer, et il y a plusieurs types d'appels, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir ici sur ces graphes qu'il y a des différences fortes de vocalisation entre les souris qui ont le gène de souris et les souris qui ont le gène humain. Donc en fait, même au niveau vocal, d'une certaine façon, ces souris ne répondent pas comme des souris normales quand elles ont un gène qui est un gène de sapiens. Donc, c'est rassurant, hein, mais bon. Donc dans leur discussion, les auteurs soulignent qu'il serait donc aventureux, je ne peux pas dire moins, de comparer les vocalisations d'une souris au langage humain. Bon, même si chez tous les mammifères, hein, terrestres en tout cas, les vocalisations sont créées par un souffle d'air qui vient des poumons et qui passe par le larynx, qui produit des vibrations des cordes vocales ou qui active un soufflet aérodynamique chez la souris, ça fait un truc comme ça. Et les humains ont aussi des vocalisations innées, par exemple des grognements, comme les souris. Mais la plupart des vocalisations apprises, pas comme chez les souris, mais peut-être, et en partie comme chez les oiseaux, parce que les oiseaux apprennent des vocalisations. Voilà. Donc il y a une similarité entre différentes espèces au niveau de la pratique de ce qu'on peut appeler des langages, d'une certaine façon, qui impliquent des circuits qui sont assez similaires et qui sont modifiés par des gènes qui sont des gènes orthologues, hein, qui sont homologues à travers l'évolution, malgré tout, et qui sont très très liés, hein, aux systèmes qui sont les systèmes moteurs, comme vous pouvez le voir. Ça fait pas mal de temps que j'insiste sur cette question de ces systèmes moteurs. Donc c'est une question finalement intéressante, mais elle reste avec plein de trous, hein, elle est en suspens. Il reste, je crois, assez important de considérer ce qui se passe au niveau du circuit entre le cortex et les ganglions de la base, puisque plusieurs observations suggèrent que ces circuits sont impliqués dans la parole et même dans le langage. Hein.
Alors, les perroquets parlent, comme vous le savez, mais n'ont pas de langage. Donc, il y a deux choses distinctes. L'activation d'une région du striatum joue un rôle dans le contrôle lexical, aussi dans le contrôle sémantique. Et le striatum, c'est pourtant quelque chose qui est moteur. Et ça, c'est suggéré par certains symptômes qu'on trouve dans la maladie de Huntington, qui, comme vous le savez, touche en premier lieu les medium spiny neurones du striatum. Donc, là, je viens d'en parler un tout petit peu. L'apprentissage du chant chez les oiseaux a donc de fortes ressemblances avec celui des vocalisations chez les humains, engage les mêmes circuits des ganglions de la base et leur même modulation de dopaminergie. Ça me renvoie à un cours que je vous ai déjà fait en 2011 et sur lequel je vais parvenir. La suppression de FOXP2 dans les ganglions de la base des oiseaux chanteurs affecte leur capacité d'imitation vocale. Pour en venir humain, je voudrais vous rappeler que le porteur d'un allèle muté de FOXP2 présente des modifications de la structure et de la physiologie du striatum aussi, en même temps que des handicaps linguistiques et grammaticaux. Alors tout cela reste hypothétique, de nouveau il y a des trous, mais il y a des trous dans la littérature, en particulier en ce qui concerne les distinctions entre les humains et les grands singes. Les uns parlent et pas les autres, mais l'hypothèse doit être absolument considérée, et je crois avec une grande attention, que les deux mutations dont nous sommes bénéficiaires ont contribué à augmenter la finesse du contrôle moteur des muscles orofaciaux et à coordonner les mouvements des poumons, de la langue et du larynx et des lèvres, qui sont indispensables à la fonction parlée. Dans ce cas, c'est la fonction motrice, vraiment, c'est quand même assez fascinant, qui aurait permis le développement du langage, une sorte de quand on peut, on veut, un truc comme ça. Donc, ces travaux sur les fonctions motrices nous ramènent à ce que je vous ai dit depuis 3 semaines sur les questions corticales, c'est-à-dire l'importance de ces régions motrices aussi dans le cortex, en particulier de ces fameux neurones miroirs et de toutes ces régions qui sont dans les aires motrices et prémotrices et qui ont probablement à voir aussi à travers l'imitation, qui est une forme de langage, d'une certaine façon. On peut y voir l'origine, si vous voulez, du langage humain, une fonction de communication qui sont ensuite évidemment complexifiées du fait de l'augmentation des aires associatives, du reste du cortex, puisque, comme je l'ai aussi pas mal fait remarquer, même si on a des régions qui sont très semblables entre le chimpanzé, entre le macaque et l'homme, les connexions avec les autres régions sont, elles, complètement différentes. Enfin, complètement différentes, sont très différentes. C'est jamais complètement différent. Nous sommes darwiniens et nous savons que nous descendons des singes. Alors, il y a un autre article plus récent dont je voulais vous parler rapidement, mais je ne suis pas sûr que... c'est quand même assez intéressant, donc je vais le faire assez rapidement. C'est des collègues qui ont identifié une mutation dans un domaine régulateur de FOXP2. Alors, c'est un domaine régulateur de FOXP2, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la séquence codante, c'est dans les séquences qui régulent l'expression du gène. Et ça, c'est une mutation qui est spécifique de Sapiens. Elle est absente chez les Néandertaliens. Je vous l'avais fait pressentir il y a un petit moment, cette histoire-là. Elle est absente chez les Néandertaliens, elle est absente chez les Denisoviens. Donc, elle pourrait avoir quelque chose... ça pourrait avoir à faire un petit peu avec quelque chose qui nous serait spécifique, qu'on n'aurait pas partagé avec les autres sapiens, ça, j'en sais rien. Mais elles sont assez proches, vous voyez, ça c'est l'exon 7 en vert, vous voyez là où il y a les mutations. Elle est dans un intron qui est en aval, en fait, de cette région-là, là où il y a eu pas mal de nettoyage génétique, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un selective sweep. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, cette mutation, si vous voulez, on ne la retrouve pas chez nos collègues. Ils ont regardé, ils ont pris des Néandertaliens dans la grotte de El Cidrón, dans les Asturies. Et puis, on a fait donc... ils ont trouvé pas mal de substitutions. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas que les régions dans le voisinage du gène, et puis dans les introns aussi, et pas uniquement dans les séquences codantes, parce que les deux mutations dont je vous ai parlé, elles étaient dans les séquences codantes, bien entendu. Et il y a deux positions
qui sont intéressantes. Il y en a une en particulier, celle-là, hein, qui est dans l'intron 8, hein, qui est juste donc en aval de l'exon 7. Et c'est une mutation qui est apparue, vous voyez, vous avez Néandertal, vous avez le chimpanzé, vous avez le gorille, ils ont tous le A là, puis là il y a une thymidine, et ça c'est nous. Hein. Et ça c'est une mutation qui est dans un domaine de fixation d'un facteur de transcription qui s'appelle POU3F2, hein. Et donc ça peut laisser penser qu'il y a eu des modifications de la régulation de l'expression de FOXP2 qui seraient spécifiques des espèces humaines. Alors ils ont pris évidemment ce promoteur, ce bout-là, hein, ils ont mis un gène rapporteur derrière, maintenant ça ne vous fait plus peur, hein, avec je sais pas, une bêta-galactosidase, une gène luciférase, et puis ils ont transfecté avec le facteur de transcription, avec POU3F2, et puis ils ont regardé s'il y avait des modifications de transcription, puis que dalle, ils n'ont rien vu. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ils ont fait ça dans des cellules en culture, des cellules de souris, il aurait fallu faire ça in vivo, hein, chez le chimpanzé. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas si simple. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que y a les mutations ponctuelles dans les séquences codantes, hein, les 2 séquences codantes dans l'exon 7, mais il y a aussi des mutations ponctuelles qui arrivent dans des séquences régulatrices et qui peuvent modifier l'expression du gène, et ça a aussi évidemment des importances considérables. Ça va avoir des importances considérables. Et c'est pour ça que FOXP2 est ici un cas intéressant, parce que il vous donne l'occasion, il nous donne à tous, à moi aussi, l'occasion de réfléchir aux conséquences, hein, que ça peut avoir qu'une mutation ponctuelle, une petite mutation comme ça, de rien du tout. Hein. Et quand on pense aux 1,23% de différence en mutation ponctuelle entre les génomes des humains et des chimpanzés, ça fait quand même 30 millions de paires de bases, hein, c'est pas une blague, 30 millions de mutations ponctuelles. Si je rajoute les autres mutations, hein, les délétions, les duplications, les insertions, enfin toutes les mutations qu'on peut avoir, ça veut dire que même si c'est 1,23%, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des grands singes. Hein. De nouveau, nous sommes des grands singes. Hein. Mais pour ce qui est des différences physiques, hein, bon, je vais rester à celles qui touchent le cerveau, mais il n'y a pas que le cerveau. Hein. Sur la taille de son cortex, et son découpage en territoire, sa compartimentation, il y a des effets vraiment dramatiques qui peuvent être expliqués par des mutations extraordinairement minimes, des modifications très très minimes du génome. Donc maintenant, je vais revenir, on va quitter un petit peu les gènes, et on va revenir au cortex, à la formation du cortex. Alors que je vais revenir sur un truc que j'avais dit la semaine dernière, que j'avais évoqué, que le système nerveux est à l'origine un plan. Chez les vertébrés, hein, c'est un plan. Qui se referme sur lui-même. Donc voilà, le plan, il se referme sur lui-même. Ça, c'est la région centrale du plan et puis latérale dorsale. Ça, c'est la future région ventrale. Ça, c'est les futures régions dorsales. Vous voyez qu'elles sont dessinées sur le plan et que quand ça se referme, ça fait un tube. Donc, et le tube est donc un plan. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un plan qui ensuite est segmenté en différentes régions qui peuvent être elles-mêmes sous-segmentées dans les étapes ultérieures du développement. Donc le principe de la segmentation qui est admis, tel qu'il est admis aujourd'hui, que j'ai donc schématisé dans cette diapositive, c'est le suivant. Il y a un gradient de morphogène ici en jaune, hein, c'est un morphogène, donc c'est quelque chose qui provoque de la forme, on appelle ça un morphogène. Et ce morphogène régule l'expression de facteurs de transcription qui sont dépendants de la concentration du morphogène. Quand j'ai peu de morphogène, mon facteur de transcription, il est bleu. Et quand j'ai beaucoup de morphogènes, eh bien, il est rouge. D'accord ? Donc, en fait, les cellules, c'est ce qu'on appelle le modèle du drapeau français qui a été proposé par Wolpert, c'est que j'ai un gradient de morphogène, mais j'ai des effets seuil. C'est-à-dire qu'en concentration très forte et moyennement forte, c'est bleu, moyennement forte et faible, c'est blanc, et très faible, c'est rouge, d'accord, à cause des effets seuil. Donc, en fait, là, il y a juste un seul seuil. Et vous voyez que ça commence comme ça, et tout d'un coup, pour des raisons que le bleu inhibe le rouge, que le rouge inhibe le bleu, et que le bleu active le bleu, et que le rouge active le rouge, j'y reviendrai, vous avez un moment ce qu'on appelle le winner takes all. C'est-à-dire que dès qu'il y a une différence de concentration assez importante entre le bleu et le rouge, si c'est le bleu qui est le plus fort, il va éteindre le rouge, il va activer le bleu, et je vais devenir bleu-bleu, quoi.
Donc, alors dans ce système, qui est un système qui a été proposé par Wolpert et en fait qui a été revu par Lumsden, par le groupe de Lumsden, on voit qu'on arrive effectivement à partir d'un neuroépithélium qui est relativement homogène à faire deux régions, deux compartiments, cortex sensoriel, cortex moteur par exemple, un truc comme ça. Et il y a au niveau du... Là, ce que je lui propose, c'est que ceux qui sont mal placés, parce que le problème, c'est que ce n'est pas très clair leur affaire. Donc, d'un coup, ça doit devenir clair, c'est-à-dire que soit ceux qui sont mal placés meurent, hein, le poivre dans un champ de sel disparaît, il meurt, ou bien il bouge pour aller rejoindre le poivre de l'autre côté, et vice-versa. Hein. Mais dans ces régions, l'hypothèse, c'est qu'il y a un nouveau centre qui crée de nouveaux morphogènes, et ainsi de suite, qui fait qu'au fur et à mesure, vous allez couper votre neuroépithélium, ici, le cortex, en fait, en différents morceaux. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas inintéressante, hein, elle est là. Donc là, je vous montre, c'est l'inhibition réciproque et l'activation réciproque. Et puis, comme ça, on peut faire différents compartiments, hein, avec, au niveau des compartiments, souvent des sources de morphogènes, comme je vous le disais dans la diapositive précédente. Hein, ici, tout d'un coup, ici, ce qui est le bord qui est vert, que maintenant je mets en vert, ici, il va se mettre à sécréter des morphogènes. Donc, par exemple, un des cas les plus classiques, c'est ce qu'on appelle le mid-brain-high-brain boundary, qui est ici, hein, et qui sécrète des FGF et des Wnt et d'autres morphogènes. Donc, en fait, c'est un système où je fais des bords, et chaque bord lui-même va être amené à provoquer la formation d'autres bords parce qu'il va sécréter d'autres morphogènes qui vont faire des différences de concentration, etc. Donc, petit à petit, j'arrive à parcelliser mon système dans le sens dorso-ventral, évidemment médian-latéral, c'est-à-dire que je vais faire en fait des petits carrés dans mon neuroépithélium. Donc, dans les cours précédents, hein, j'avais un petit peu, de façon caricaturale, hein, comme toujours, proposé que les hominidés, tout en démontrant une augmentation de la taille du cerveau, avaient donné la préférence à l'avant sur l'arrière. Plus de cerveau avant et moins de cerveau arrière. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu, à l'aide d'un modèle murin, comment ça peut se passer, hein, et l'illustrer à surface corticale égale, que c'est possible. Hein. Donc là, ce que vous avez ici, c'est, on est à 11,5e jour de la vie embryonnaire chez une souris. Donc là, vous avez votre neuroépithélium. Vous avez deux facteurs de transcription qui sont exprimés en gradient. Il y en a un qui a un gradient comme Paxis, qui est antéro-latéral, hein, ici. Et puis vous avez un gradient complémentaire, qui est celui de MX2, qui est un autre facteur de transcription, qui est médian postérieur. Hein, ils sont plus ou moins complémentaires. Et ce qui a été démontré, donc ça on peut imaginer que ça dérive d'un morphogène qui avait été diffusé, qui diffusait depuis les régions antérieures par exemple, ou les régions postérieures. Donc ce que le groupe de Denis Soleri a pu montrer à l'époque, c'est que si je diminue EMX2, hein, je fais ici un EMX2 nul, la taille de mon cerveau ne change pas, hein, mais tout ce qui est antérieur envahit ce qui est postérieur. C'est-à-dire que j'ai des grandes aires motrices, j'ai des grandes aires sensorielles et j'ai des toutes petites aires visuelles. Hein. Disons que ce serait un cerveau humain, entre guillemets. Hein. Bon, c'est un peu exagéré, mais... À l'inverse, si je diminue Paxis, donc que je diminue cette région-là, je donne avantage à UMX2, à ce moment-là, j'ai des grandes aires visuelles et j'ai un tout petit système sensoriel. Mais ce qui est intéressant de voir là, c'est que la taille globale du cerveau n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la position du bord. D'accord ? Et là, vous pouvez le voir en vrai, ça c'est ce qu'on appelle le cortex somatosensoriel. Chacune de ces petites taches noires correspond à une vibrisse sur le nez de la souris. Et vous voyez que quand je fais un hétérozygote de MX2, là je ne fais pas entièrement moins, je retire juste un allèle de MX2, vous voyez que j'ai une postériorisation, ou plutôt une antériorisation de mon système postérieur. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mes aires sensorielles, auditives 1, sensorielles 1, qui descendent et j'ai une réduction de mes aires visuelles. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la taille totale de mon cerveau n'a pas changé. Donc il est possible, par des petites manipulations génétiques assez sympathiques, de changer les tailles des compartiments dans le système nerveux de la souris. Hein. Alors, c'est intéressant, mais maintenant vous me dites, je peux me dire, est-ce que
y a des preuves que chez les humains, j'ai une sorte de contrôle génétique de la formation de compartiments cérébraux. Alors, oui, bien entendu, je vais vous le montrer. Ça, c'est un article qui a été, une série d'articles qui ont été publiés par le groupe. C'est pas le même, ça c'est juste la technique, mais par des articles qui ont été publiés par Chen et ses collègues. Mais avant, je vais vous montrer cet article-là parce que c'est un article qui montre un tout petit peu la technique. C'est toujours la même chose maintenant. Vous êtes habitués à ça. Les auteurs sont partis du concept que la carte corticale, qui peut recouvrir plusieurs situations, donc par exemple projection rétine-tectum, etc., donc, ou les aires de Brodmann. Donc l'idée, c'est de sortir des seuls repères anatomiques. Parce que quand on regarde un cortex, quand on dit « Ah, ben il y a un sillon là, et puis là, il y a une espèce de sulcus, et puis il y a une petite protubérance, et puis on dit « Ça, c'est des aires anatomiques. » Mais en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les aires anatomiques, c'est aussi les aires fonctionnelles. Alors, des fois, ça correspond, les aires fonctionnelles et les aires anatomiques. Mais ce n'est pas évident que ça doive correspondre. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il y a de génétique là-dedans, Donc on peut, toujours avec les mêmes technologies que vous connaissez maintenant, définir une différence des aires. Et en particulier, si on se promène par exemple entre ici et ici, et en utilisant les techniques d'imagerie cérébrale, en particulier le BOLD, on peut savoir si on est passé d'une aire à une autre ou d'un segment à un autre. Et donc, vous voyez ici, hop, là on voit que ça a changé. Et donc, probablement ici, il y a un bord fonctionnel entre le rouge et le bleu. Et ça, c'est avec toujours les techniques, évidemment, d'imagerie cérébrale, avec le Blood Oxygen Level Dependent MRI, en particulier le BOLD en particulier. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je vous ai beaucoup embêté avec ces techniques d'imagerie cérébrale. Il faut juste savoir qu'on est capable de faire des différences de compartiments avec ça et de voir des différences, des frontières entre différents compartiments. Et donc, Chen et collègues, ils ont fait des seeds comme ça. Et donc, ils ont commencé à enregistrer. Mais ils ont fait ça sur des humains, des jumeaux et des pas jumeaux. D'accord ? Parce que si on essaye de chercher s'il y a une part génétique, on veut voir s'il y a une différence. On va voir si les jumeaux ils répondent plus tous pareil que les jumeaux homozygotes, que les jumeaux, par exemple, hétérozygotes ou des jumeaux qui n'ont rien à voir parce que simplement il y a eu 2 fécondations, pas un œuf qui s'est coupé en 2, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et donc la conclusion, qui est vraiment très amusante, et je vais vite parce que, de nouveau, j'ai pris du retard, comme d'habitude. Ils ont pris ici des 4 seeds, et ce qu'ils ont pu conclure, c'est que effectivement, il y a une partie génétique, c'est-à-dire qu'on a des aires fonctionnelles qui sont déterminées génétiquement, c'est-à-dire dont les bords sont déterminés génétiquement. En particulier, si on regarde les RV1, les RS1, la partie frontale et puis la partie temporale, eh bien, avec des sites qui sont bien placés, en comparant 110 paires de jumeaux monozygotes et 93 paires de jumeaux dizygotes, eh bien, on voit qu'une augmentation de la surface ici s'accompagne systématiquement d'une diminution de la surface de l'autre côté et qu'on retrouve chez les jumeaux des comportements identiques. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est là marqué sur le plan génétiquement. Donc c'est un petit peu en accord avec ce que je vous ai montré avec la souris avant, PAX6 MX2. D'une certaine façon, c'est à ça que ça ressemble. Sauf qu'on peut rentrer dans des détails plus compliqués et plus avancés, avec... en faisant plus de régions. On peut prendre un très grand nombre de seeds et s'amuser à aller beaucoup plus dans le détail pour regarder la présence de différents compartiments. Mais fondamentalement, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'effectivement, par ces études de ce type, effectivement, on peut voir, on peut aussi se promener le long comme ça, soit en passant des barrières anatomiques, soit sans les passer, et regarder s'il y a des bords francs, ou si, en fait, il n'y a pas tellement de bords francs, par exemple. Donc, et ça leur a permis, fondamentalement, de diviser leur cortex en différentes régions, mais les 4 régions principales, ça reste quand même celles dont je vous ai parlé, et qui ont une certaine forme de corrélation génétique. Et en fait, c'est possible parce que d'un individu à l'autre, il y a des différences dans la taille des aires. Vous voyez ici l'aire visuelle primaire,
En rouge, c'est ce qu'on trouve chez tous les individus. Et autour, là, c'est une partie qui est variable entre individus. Mais ça peut passer d'un facteur 1 à 2. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, entre deux sapiens, pour une même aire corticale, il peut y avoir des différences qui sont tout à fait importantes. Hein. Apparemment, ça n'a pas de grande importance fonctionnelle, mais pourquoi ça n'en aurait pas? Ça peut en avoir dans certains cas. Donc, et donc, il y a une part génétique, d'une certaine façon, dans la construction du cortex, et c'est ça qui est assez intéressante. Et là, je vous résume 4 ou 5 pages du cours, parce que je voudrais avancer, mais je vous fais entendre la musique. Si vous voulez les détails, je vous les donnerai plus tard. Je suis d'accord de revenir là-dessus pour ceux que ça pourrait intéresser. J'aimerais pas perdre trop de temps aujourd'hui, parce que sinon je n'arriverai jamais au bout du cours. Je serai obligé de recommencer l'année prochaine. Remarquez, ce serait pas mal, mais bon, on va quand même avancer un tout petit peu. Je ne suis pas sûr d'arriver à terminer totalement aujourd'hui, sauf si vous avez un petit peu de patience. Hein. Donc, ce sont des questions qui sont difficiles, hein, et je vais jouer ici de nouveau avec MX2 et PAC6, dont je vous ai montré que les niveaux respectifs d'expression modifient l'équilibre entre les régions antérieures et les régions postérieures. Et maintenant, on sait que même chez Sapiens, hein, il y a aussi, hein, comme chez la souris, il y a une composante génétique dans la construction des compartiments dans ce cortex. Donc, ça, je vous l'ai déjà montré. Hein, si je diminue MX2, ben, j'augmente l'avant. Si je diminue PAC6, j'augmente l'arrière. Et là, je dois faire deux incises. Hein, donc, pendant que vous êtes encore éveillé, ce sont des incises qui sont extrêmement importantes. Hein. La première, c'est l'introduction de l'activité non autonome cellulaire des facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines, car ça, ce sont des homéoprotéines. Hein. Et donc, et la seconde incise, elle viendra plus tard, et elle concerne le rôle des cellules qu'on appelle les cellules de Caral-Rhesus, hein, dans la formation des compartiments. Donc, la question de la non-autonomie, elle est importante, parce qu'elle ajoute un élément tout à fait nouveau au mécanisme de formation des bores. Dans le schéma de Lumsden, hein, qui est ici, hein, il faut imaginer qu'au voisinage du futur bord, hein, par ici, certaines cellules expriment les deux facteurs, le rouge et le bleu, d'accord? Et donc, comme ces facteurs sont auto-activateurs et répresseurs et inhibiteurs réciproques, je vous l'ai dit, au-delà d'un certain différentiel de winner takes all, c'est-à-dire que celui qui a gagné, il prend tout et on doit être soit bleu, soit rouge. Et ceux qui ne sont pas où il faut, tant pis, elles fichent le camp ou elles meurent. Voilà, ça c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Voilà. Et l'hypothèse que nous, en fait, on a ajoutée à ça, et qu'on a même vérifié, bon, je n'ai pas beaucoup parlé du travail qu'on fait chez nous, mais bon, de temps en temps, on est un petit peu obligé, c'est que ces protéines diffusent. Hein. Et donc, si elles diffusent d'une cellule à l'autre, le rouge dans le bleu et le bleu dans le rouge, elles peuvent avoir une action qui est sur la cellule d'à côté, non autonome. C'est-à-dire qu'elles peuvent agir sur les cellules qui les reçoivent mais ne les produisent pas. Alors, qu'est-ce qu'il arrive au modèle de Wolpert, hein, si on ajoute cette hypothèse, qui est en fait une hypothèse qu'on doit à Turing. Hein, c'est l'hypothèse de Turing, c'est l'hypothèse où j'ai deux morphogènes qui diffusent, et A active A, B active B, A réprime B, B réprime A, et si au début ils sont dans un même champ, en même concentration, ils ont des diffusions différentielles, il y a un moment, il y en a qui diffusent plus vite que l'autre, il y a un moment où au centre, là où celui qui diffuse le moins, il devient gagnant, donc il va transformer tout le monde en lui. Mais plus loin, celui qui diffuse plus vite, il va gagner des terrains parce qu'il a diffusé plus vite que l'autre, donc il va gagner plus loin. Donc il va faire des bords. C'est les tâches du léopard, si vous voulez. C'est un truc quasiment stochastique. Ça se fait au hasard, comme les tâches du léopard. Donc si vous introduisez ça dans un système Wolpert, où vous avez au début beaucoup plus de rouge d'un côté et de bleu de l'autre, et que vous introduisez l'hypothèse Turing au centre, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous faites vraiment un bord. Et ça, on l'a modélisé avec un garçon tout à fait charmant qui s'appelle Jonathan Touboul. Et effectivement, quand on fait le modèle sans diffusion de l'homéoprotéine au niveau des bords, voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire un système un petit peu dégoûtant, pas propre du tout. Mais si vous introduisez l'hypothèse d'une sécrétion avec autoactivation et inhibition réciproque, ce qui est le cas pratiquement pour tous ces facteurs quand ils sont de part et d'autre d'un bord
dans le développement du système nerveux, eh bien, vous voyez que la modélisation vous montre que vous faites des bords extrêmement francs. Alors ça, c'était l'hypothèse, bien entendu, ça a été fait de façon théorique de modélisation à la fois avec David Lockman quand nous étions à l'école normale, puis ici avec Jonathan Touboul et leurs collaborateurs, à tous les deux, hein, ils sont des gens tout à fait sympathiques. Et cette diffusion de 3 rangs de cellules, c'est quelque chose qu'on avait aussi démontré dans l'aile de la mouche. Je renvoie à des travaux du laboratoire si ça vous intéresse. Bon, cet intérêt, moi j'aime bien ce modèle parce qu'il combine à la fois celui de Volpert et celui de Volpert, Trevize et Lumsden en fait, et celui de Turing. Et l'autre hypothèse que je dois avancer, donc, c'est qu'il faut le démontrer. Et comment est-ce qu'on peut démontrer une chose pareille? Eh bien, pour démontrer une chose pareille, c'est relativement simple. Ça veut dire qu'il faut bloquer le passage des cellules, de ces facteurs de transcription d'une cellule à l'autre. C'est-à-dire que ça veut dire que si je bloque le passage, je dois modifier la position des bords. Donc, je n'agis plus maintenant comme faisait O'Leary en faisant une mutation, c'est-à-dire en diminuant l'expression dans une cellule. L'expression reste la même, mais je dois bloquer le passage. Et ça, c'est une chose qui a été faite grâce à des... J'accélère très vite, hein, parce que de toute façon, quand c'est des trucs du labo, j'accélère toujours. Donc, on a développé des souris, on a fabriqué des souris dans lesquelles on peut induire la sécrétion d'un anticorps contre une homéoprotéine. Et en particulier, j'ai juste une souris qui est intéressante là, c'est PAX6. Donc, vous avez vu, PAX6 est impliqué. Si je diminue PAX6, hein, j'augmente le postérieur. Ou le contraire, je ne sais plus très bien. Tout coup, c'est le côté Raymond DeVos chez moi, ça. Mais si on diminue une, si je diminue MX2, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais il y en a un qui augmente et l'autre qui diminue. Donc, si je diminue PAX6, j'augmente le système visuel. Donc, j'augmente le postérieur. Et donc, mais si je diminue PAX6 à l'extérieur, en le bloquant avec un anticorps au cours du développement, vers E11,5, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça, c'était faisable uniquement parce qu'on a développé au laboratoire des souris dans lesquelles on peut forcer l'expression d'un anticorps anti-homéoprotéine à l'extérieur au cours du développement. Et donc, ça a été fait par Shenju Shu, qui est une collègue à qui on a envoyé les souris. Hein, donc, elle est à Taipei. Et ce qu'elle a montré, c'est que quand elle bloque PAX6 à l'extérieur, en forçant la sécrétion de l'anticorps, hein, ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous avez une diminution, effectivement, des aires sensorielles. Hein. Donc, vous avez, pour les aires visuelles, ce n'est pas assez propre encore, il n'y en a pas assez. Il n'y a eu que 12 souris qui ont été analysées. Mais déjà avec 12 souris, on a une diminution significative des aires sensorielles quand on bloque PAX6 à l'extérieur. Donc ça veut dire que le modèle qui a été proposé avec Jonathan est assez juste, probablement, c'est-à-dire que c'est la fonction signalisatrice, c'est-à-dire de répression, ce qu'on appelle non autonome dans la cellule d'à côté, qui joue un rôle dans la modification des bords autour du développement. Donc ça, c'est rigolo. Hein. N'oubliez pas que ce sont des mécanismes qui ont probablement à voir avec l'évolution du cortex, a commencé son développement, bien entendu, mais aussi son évolution a commencé par le nôtre. Donc l'autre incise que je voulais faire, c'est celle des cellules de Caral-Rhesus. Hein. Donc les cellules de Caral-Rhesus, vous vous rappelez, ce sont les premières cellules qui sont générées à partir du neuroépithélium et qui vont tout de suite aller dans ce qu'on appelle la zone marginale, c'est-à-dire la zone la plus externe du cortex. Hein, elles sont là. Et ces cellules, elles sont transitoires. C'est-à-dire qu'elles ne se restent pas exprimées toute la vie de l'animal pendant tout son développement. Elles sont exprimées très tôt au cours du développement, et en particulier vers E9 chez la souris. Je crois que chez nous, c'est entre la 7e et la 9e semaine de la vie intra-utérine, de la vie embryonnaire. Oui. Donc, elles sont très rigolotes, ces cellules, parce que elles ont des rôles extraordinairement importants. C'est-à-dire qu'elles sont générées à partir de 3 zones dans le cortex. Donc, ça, c'est un travail qui est lié au groupe d'Alexandra Pierani, qui est un groupe tout à fait intéressant pour l'ontogénèse du cortex.
Donc ce sont des cellules qui sont générées à partir de 3 zones du cortex. Vous voyez par exemple les verts, les rouges et les bleus, pour faire simple. Hein. Donc là, c'est dans la frontière pallium-subpallium, ça c'est dans le septum antérieur, et ça c'est dans la région de l'hème, hein, dont je vous ai parlé il y a très longtemps, vous avez oublié, mais c'était il y a 15 jours au moins, hein, donc imaginez. Donc, mais elles sont différentes, hein, et de ce fait, elles ont probablement des caractéristiques génétiques et moléculaires différentes. Hein. Et puis elles migrent, mais elles ne se mélangent jamais. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, quand elles migrent, elles font des bords. D'accord ? Donc elles font des bords entre régions. Donc la question ne peut pas ne pas être posée de savoir si ces cellules participent d'une certaine façon à la compartimentalisation du cortex. Ça c'est une migration tangentielle. Donc, et ces cellules qui migrent donc tangentiellement, donc là j'ai mis leurs 3 couleurs, hein, et je viens de rappeler que c'est pendant la période où le cerveau est compartimenté. Donc c'est déjà une hétérogénéité qui apparaît à la surface du cortex. Donc la question c'est, ben oui, est-ce qu'elle joue un rôle là-dedans, hein. Donc ce qu'a fait le groupe d'Alexandra, avec en particulier Amélie Griveaux, hein, qui est la première signatrice de ce papier, c'est qu'ils ont introduit de façon génétique et inductible une toxine qui permet de tuer une des populations. Par exemple, je tue la population verte, hein, dans mon cortex. Qu'est-ce qui se passe quand je tue la population verte dans mon cortex? Eh bien, c'est remplacé par les rouges et les bleus. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que quand les cellules migrent, elles s'inhibent. C'est-à-dire qu'elles empêchent, elles ne marchent jamais ensemble. C'est-à-dire que si je suis vert, je ne peux pas être bleu. Si je suis bleu, je ne peux pas être rouge. Si je suis rouge, je ne peux pas être vert. Hein. Donc je fais effectivement des territoires. Mais si je laisse la place libre, parce que j'ai tué spécifiquement ces verts en faisant induire la synthèse de toxines, la diphtérotoxine, la toxine diphtérique, la sous-unité A, la toxine diphtérique, dans mes cellules, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je regarde maintenant l'expression de mes gradients MX2 Paxis et je vois qu'ils ont changé. Hein, je vois qu'ils ont changé. Je vois qu'en fait, j'ai détruit ces cellules chiral rhésus et tout d'un coup, mon gradient de MX2, il est parti vers l'avant. Hein, et j'ai réprimé un petit peu de rouge vers l'avant. J'ai moins de rouge que là, d'accord? Vous voyez ce qui se passe? Je passe sur SP8 et coupe TF1. Et le résultat, hein, c'est qu'effectivement, à taille de cerveau égale, j'ai de nouveau modifié la position de mes frontières dans mon cortex. C'est-à-dire qu'effectivement, les cellules de chiral rhésus ont un rôle à jouer dans la formation des compartiments. Alors vous me direz, alors à quoi servent vos homéoprotéines? Ah oui, c'est une bonne question. Donc l'autre chose qui est très importante dans cette affaire, hein, c'est que les cellules chiral rhésus, elles migrent là, hein, elles vont participer donc à la formation des compartiments, voilà, mais pas uniquement. Et vous le verrez, elles participent aussi à la formation des progéniteurs. C'est-à-dire que quand je modifie la migration de mes cellules chiral rhésus, non seulement je change mes compartiments, mais je change aussi la neurogénèse. Je fais plus ou moins de neurones, en fait, de progéniteurs intermédiaires. Donc ça, je vous le mets ici, hein, c'est-à-dire que ces petits gars-là, ces molécules qui vont être sécrétées par les cellules de chiral rhésus, elles ont aussi un rôle plus tard sur la neurogénèse. Donc ça, ça veut dire que ce sont des cellules qui sont des unités de signalisantes mobiles, hein, qui migrent à la surface du cortex et qui vont faire un rôle dans le patterning, dans la neurogénèse et aussi dans la migration des neurones le long des fibres radiaires. Donc c'est vraiment des cellules qui sont extraordinairement intéressantes. Alors, ça va être compliqué cette histoire parce qu'il est quelle heure là? Ah, il est moins le quart déjà. C'est pour ça que vous êtes fatigués. Moi, je peux bien continuer jusqu'à 19h pour en terminer avec cette affaire, mais sinon, parce que sinon, dans 15 jours, s'il faut reprendre à zéro, ça va être un peu... Vous me laissez un quart d'heure de plus ou vous en avez vraiment marre? Voilà. Donc ce que j'ai voulu vous montrer là, c'est autre chose. C'est-à-dire que, est-ce que ces facteurs de transcription, je vous ai dit, ces cellules, elles migrent. Hein,
est-ce que ces facteurs de transcription, ils peuvent jouer un rôle dans la migration des cellules chirales rhésus, hein? Donc on avait montré, on avait proposé il y a à peu près 20 ans avec Joliot et compagnie dans le laboratoire que ces facteurs de transcription, effectivement, sont capables de provoquer la migration des cônes de croissance. Donc ce sont des molécules qui peuvent faire migrer les cônes de croissance. Ce sont aussi des molécules, en particulier PAX6, qui peuvent faire migrer des cellules. Ici, c'est un travail d'Elisabeth Dilulot dans mon labo, elle est partie depuis un certain temps, mais qui montre que PAX6 sécrété, vous voyez ici, c'est une perte de fonction de PAX6, c'est fait en collaboration avec Jean-Léon Thomas, qui était à la Salpêtrière. On a une perte de la migration quand on a une perte de fonction de PAX6 extracellulaire, grâce à des sécrétions d'anticorps spécifiques qui neutralisent ces protéines à l'extérieur. Et puis si je fais un gain de fonction de PAX6 en forçant la sécrétion de PAX6, eh bien j'ai une migration beaucoup plus forte de mes oligodendrocytes précurseurs ici. Donc on sait que ces facteurs de transcription peuvent réguler la migration des cellules. Et donc, évidemment, on s'est amusé avec Alexandra. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a électroporé les anticorps sécrétés PAX6 dans l'embryon de souris au moment où se forment les bords, hein. Donc, et ensuite, une fois qu'on a électroporé, on remet l'embryon en culture pour le laisser se développer un tout petit peu, hein, et puis on regarde ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe est tout à fait fascinant, c'est-à-dire que si vous surexprimez, si vous bloquez PAX6 extracellulaire dans votre cortex, hein, au cours de la développement, eh bien, vous voyez ici que du côté électroporé, vous avez entièrement perdu vos cellules chirales rhésus, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont migré tellement vite que vous ne les voyez plus. Et que si ici vous avez fait, ça c'est le côté, non, ça c'est le PAX6 sécrété en fait. Le PAX6 sécrété du côté électroporé, vous avez perdu parce qu'elles ont entièrement foutu le camp. Mais ici, si vous avez fait une perte de fonction en électroporant l'anticorps, anti-PAX6, vous voyez que maintenant vous avez une accumulation de vos cellules qui ne sont plus capables de migrer, hein. Et ce n'est pas quelque chose qui est lié à une électroporation, parce que si on électropore un anticorps qui a été muté, qui ne peut plus reconnaître, on n'a plus du tout cet effet. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que PAX6, les gradients de PAX6 dans un cortex sont capables de réguler aussi la migration des cellules chirales rhésus, hein. Alors, c'est rigolo, bien entendu, parce que ça veut dire qu'en fait, cette fonction de signalisation des homéoprotéines dans le cortex, elle a un rôle dans la formation des bords, à la fois probablement par le fait qu'elle se réprime et qu'elle s'active EMX2, PAX6, PAX6, EMX2, mais aussi parce qu'elle change la vitesse de migration des cellules chirales rhésus avec des effets très probablement sur la formation des bords, puisque je vous ai montré qu'elles avaient un rôle dans la formation des bords, mais aussi probablement, à plus long terme, sur la formation des progéniteurs intermédiaires qui sont ici, qui sont des cellules qui sont très importantes, parce que plus vous faites de progéniteurs intermédiaires, et plus vous faites un grand cerveau, hein, parce que la formation de la taille du cerveau dépend du nombre de neuroblastes que vous allez générer. Et donc, il se pourrait très bien que les cellules de chirales rhésus et ces facteurs de transcription, avec leur action autonome et non autonome, ont un rôle à jouer non seulement dans la formation des bords, mais aussi dans la taille générale du cortex, et donc un rôle très important dans l'évolution. Donc, vous voyez ici, ce sont les progéniteurs intermédiaires. Ce sont des cellules qui sont très importantes. Elles sont dans ce qu'on appelle la zone subventriculaire. Elles sont formées à partir des cellules gliales radiaires. Et si leur prolifération est en partie régulée par des facteurs qui viennent des cellules de chirales rhésus, il est clair que tout ce qui va modifier la migration de ces unités signalisantes migrantes, hein, va avoir un rôle à jouer dans la formation des bords, rouge-vert, mais aussi dans la prolifération des cellules dans chaque compartiment, et donc possiblement aussi dans la croissance différentielle de différents compartiments dans le système nerveux central. J'arrête là. Peut-être pas, d'ailleurs, je vais vous donner un dernier truc, revenir à la génétique un tout petit peu, toujours à propos des cellules de chirales rhésus. Il y a des... Quand on veut regarder un peu l'évolution entre les humains et les autres, on peut prendre des régions qui sont très conservées chez les humains, courtes et très conservées, à travers toutes les espèces, et voir parmi ces régions s'il y en a qui ont évolué très très vite chez l'homme, qu'on appelle les Human Accelerated Regions. Et il y en a énormément, et ça c'est HAR1, parce que c'est celle qui a évolué le plus vite. Et c'est
une région qui code pour un petit ARN régulateur. Je reviendrai plus tard sur les ARN régulateurs. Donc, elle est spécifiquement humaine. Elle a évolué extraordinairement vite chez l'homme. Quand je dis extraordinairement vite, c'est-à-dire que sur environ, je crois me souvenir, 118 nucléotides, il y a eu 28 changements, donc c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Or, il se trouve, si vous voulez, que ce HAR1, eh bien justement, il est exprimé dans les cellules Kral rhesus. On ne sait pas quelle est sa fonction, mais il est spécifique des Kral rhesus. Il sera très important de savoir qu'est-ce qu'il y fait dans ces cellules Kral rhesus. Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans la migration de ces cellules, dans la prolifération de ces cellules, dans la spécification de certains sous-types de cellules, avec une part évidemment qui pourrait être importante pour expliquer le passage, pour la différentielle entre l'homme et le chimpanzé. J'arrête là parce que je vous ai un tout petit peu traîné. C'est parce que la pendule ne marche pas là-bas. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà.